Bruce, bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Formidable. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour le bureau des ESCE Alumni. Tu es le quatrième sur cette série. C'est un vrai plaisir pour nous de t'avoir avec nous, surtout qu'on va comprendre un petit peu après que tu as un rôle très important et éminent au sein de ce bureau. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelle est ta promo et ta spécialité? Bruce Aiglehoux, 48 ans, promo 99. Pour la petite histoire, j'ai commencé dans le 17e, j'ai ouvert Léonard de Vinci. Je suis parti au Canada, États-Unis, 9 ans et demi. Quand je suis revenu, 15e, et maintenant ici au pôle de corps défense. Donc assez drôle. Toute ma logique était plutôt marketing et stratégie. Parce que j'ai fait un MBA aussi à HEC Montréal en stratégie, marketing et entreprise. Et je suis aussi très content d'être là ce soir et d'échanger avec toi. Donc une spé marketing. Une spé marketing. Et est-ce que tu peux nous faire une petite overview, un petit résumé de ce que tu as pu faire comme différentes entreprises, justement, comme ça t'a porté vers le marketing? J'ai fait un peu de marketing au début et après j'ai fait d'autres choses. Donc le début sur Paris, c'était le début, vraiment le début d'Internet, avec le lancement de sites tels que Monster Job. J'étais un concurrent de Monster Job, entre autres. 2 ans, ensuite je suis parti au Canada. Au Canada, j'étais directeur marketing pour le coup, donc j'ai suivi ma filière pour une boîte mondiale qui s'appelle Tractel. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise de vêtements de luxe, là en tant que directeur commercial, vice-président, direction commerciale et marketing. Et j'ai fini à diriger une boîte d'événementiel d'entreprise, Avocat, Gameloft et autres entreprises, dans tout type de niveau, pour faire mon MBA en même temps à HEC Montréal. Et à un moment donné, à faire les deux en même temps, le MBA, travailler le MBA, fatigué, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en France et voir ce qui se passe. Et depuis que je suis rentré en France, je dirige des OP, des organisations professionnelles, dans le transport il y a 10 ans, dans le transport maintenant, et dans le MEDEF il y a 3 ans, MEDEF Paris. Et dans le jouet, pendant 1 an, pandémie, fermeture des magasins, fermeture des rayons dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va réussir à vendre des jouets et à distribuer les jouets sous le sapin pour avoir des enfants heureux à travers le monde? Justement, comment tu l'as vécu et comment tu as réagi à cette période relativement importante du Covid-19? Bizarrement, j'ai bien aimé. Puisque ça correspond à mon tempérament, il a fallu inventer, voir ce qui se passait, rénover et revitaliser tout ce qu'il y avait autour, échanger beaucoup, que ce soit la plupart du temps, en tout cas au début, en visio et ensuite en hybride, on va dire, moitié visio, moitié en perso. Il a fallu beaucoup aider des adhérents, des grandes boîtes, Europcar pour les PGE, les petits adhérents j'étais encore au MEDEF Paris à l'époque, qui avaient des soucis terrain pour commencer à avoir des idées d'où on allait aller. Et puis par la suite, et depuis, c'est le même fil qu'on tire depuis 2020, sur comment est-ce qu'on fait des réunions, est-ce qu'on les fait hybrides, est-ce qu'on les fait en physique, si on fait que du visio, c'est pas bien, donc une fois de temps en temps, on les fait en physique. C'est un peu ce qu'on vit même dans le bureau des alumni ESCE, où à chaque fois, on se réinvente, on dit comment est-ce qu'on va faire la réunion pour que ce soit possible de faire. Voilà. Et quel est le plus pratique? Hybride. Si les gens sont convaincus et participatifs, parce que c'est facile d'être en face d'une caméra, ça m'arrive aussi parfois, de l'éteindre et de dire je suis la réunion mais je fais autre chose en même temps. On verra le résumé à la fin. C'est ça. Et c'est quoi la boîte qui t'a le plus marqué, où tu t'es le plus épanoui? C'est une bonne question. Mon plus gros coup de cœur, c'était la vente de vêtements de luxe aux États-Unis et Canada. Puisque j'ai inventé une marque, j'ai inventé le logo, j'ai inventé l'halo, ça s'appelait l'halo, un petit nœud qu'on mettait derrière les vêtements pour les marquer et les reconnaître. Et c'est resté mon coup de cœur. C'est-à-dire que chez moi, au fond de ma chambre, j'ai encore encadré ce petit nœud en fourrure qu'on avait. Alors maintenant, la fourrure, c'est bien, ça va bien, mais j'ai encore ça. J'ai inventé ça, il y a une partie de moi là-dedans. C'est important. Et après, chaque entreprise, vraiment, m'a apporté, ou chaque organisation, m'a apporté un petit peu de qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai encore des attachements. C'est pour ça que je suis revenu dans le transport maintenant. Alors, j'y étais il y a 10 ans.
puisque j'arrive à, j'espère en tout cas, aider des entrepreneurs, aider des chefs d'entreprise à sortir de leurs difficultés administratives ou autres. C'est ça que j'apprécie. Justement, par rapport aux entrepreneurs, tu en es donc un. C'est vrai, j'ai une boîte de service, tout à fait. Ma question c'est est-ce que tu as des envies? Mais du coup, tu es revenu à tes premiers amours là-dessus? Parce que tu sentais que ça te manquait? Oh, j'ai envie de le faire. J'ai pas encore trouvé j'ai pas encore réalisé ce que je voulais faire exactement. Je trouve les entrepreneurs très courageux, ceux qui sont lancés. J'ai du mal à passer le pas entre j'ai envie de le faire à je le fais et puis ça va bien se passer et puis voilà. Je l'ai fait sur du service, donc c'est assez facile entre guillemets en tant que consultant. J'ai envie de le faire. J'ai un attachement, un coup de cœur sur le Panama avec des amis. J'y vais chaque année. Je me vois bien avoir un petit business là-bas, au bord de la plage, m'occuper de ça de loin et 6 mois par an quand je suis sur place, location de bateau, enfin quelque chose très tranquille, mais entrepreneur quand même, qui me permettrait de payer mes voyages, ma maison, mon séjour sur place. Mais voilà, pas faire fortune, mais suffisamment pour payer mes voyages. Être bien. Être bien, au soleil, face à la plage, pas mal. Et l'activité aujourd'hui, comment elle se passe? Compliqué. Donc je suis revenu dans le milieu du transport. Le transport, c'est des méchants gros qui polluent, alors que c'est pas vrai quand on compare en France, en Europe et par rapport à d'autres, qui est en train d'évoluer sur de l'électrique, sur l'hydrogène, donc sur des combustibles qui sont moins polluants. Les transporteurs sont assaillis de questions, de problèmes administratifs. Je connais par exemple des déménageurs qui, pour déménager, pas eux mais des personnes ou des entreprises, doivent, ce qui est logique, se déclarer, déposer un dossier et arriver là, recevoir un récipient, ceux qui reçoivent, payer pour dire je serai là demain, mardi à telle heure, de 9h à 18h, et le lendemain la place n'est pas disponible. Ils ne peuvent pas faire leur boulot. Et ça, je peux le déployer sur beaucoup de sujets. Et en plus, la France reçoit les Jeux Olympiques 2024, ce qui est un superbe événement. Un peu compliqué au niveau organisation. Au niveau circulation, ça va être un nightmare vraiment terrible pour qui que ce soit qui veuille traverser l'île de France et d'autres contrées en France, donc c'est très compliqué. Mais, encore une fois, j'aime ça. Challenge, on va relever ça, on va répondre aux questions, on va participer aux réunions et on va passer le mot aux adhérents pour que tout se passe bien. Tu as l'état d'esprit de l'entrepreneur, justement, mais qui aime résoudre les problèmes. Juste un petit coup de pied aux fesses pour switcher sur l'entrepreneuriat, effectivement. Ça va venir. Merci. Et du coup, dans le futur, il y a la première échéance du coup, des JO qui arrivent. Et pour justement le futur, tu penses qu'effectivement, ce secteur-là du transport va pouvoir évoluer dans le bon sens et va pouvoir avoir un futur radieux? Radieux, non. Il y a un futur, il faut le réinventer. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à mettre en équation une volonté, encore une fois, plus écologique, des transports plus simples, quoi que ce soit, à une réalité de terrain. Si on veut livrer dans Paris des choses, il faut pouvoir accéder à Paris en camion et pas forcément en bicyclette. Donc comment est-ce qu'on passe du camion à la bicyclette ou où est-ce qu'on se trouve au juste milieu pour que ça se passe bien? Donc toi, c'est la partie dernier kilomètre. La partie tout. Global. Mais quand on parle à la mairie de Paris, c'est beaucoup les derniers kilomètres qui les intéressent. Merci Bruce. Du coup, on va passer sur une partie un peu plus carrière et donc la partie du réseau et donc des alumni. Et comment tu le vois ce réseau? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est utile? Et du coup, justement, pour la suite de ta carrière, est-ce que ça peut avoir un impact? Alors pour moi, personnellement, il est important, puisque encore une fois, j'aime animer les réseaux, j'aime répondre aux questions, j'aime aiguiller tel ou un tel, mais il n'est pas important pour ma carrière à moi, personnellement. C'est plus moi qui mets à disposition mon expérience, mon temps, comme tu le sais, et mon réseau pour pouvoir aider le réseau des alumni à grandir et à se développer. Notamment quand on fait Horizon en fin d'année, la table ronde, il faut l'organiser, il faut avoir des personnes de qualité, il faut la préparer. Ça demande beaucoup de temps, tu l'as suivi, donc tu vois ce que ça peut représenter. Et c'est mon réseau comme celui de Daniel, qui vont abonder pour pouvoir aider et faire cette table ronde de qualité. Daniel Aboaf. Daniel Aboaf. C'est important. Quand on a fait les awards, pareil. Ok, on fait des awards, mais qui on va mettre en face, comment on va le réaliser, comment ça va se passer. Et c'est plus là, c'est de l'expérience à la fois et en même temps du réseau qui permet de faire un événement réussi. Et donc tu penses que pour les étudiants, aujourd'hui, ou pour ceux qui sont jeunes diplômés, ou même pour ceux qui sont des plus anciens, tu penses que ça peut avoir un impact et de l'importance pour eux? Complètement. Si c'est bien fait.
C'est ça, si c'est bien fait. Non, je pense qu'on a pas mal développé les alumni en tant que bureau et en tant que communauté. Les ambassadeurs à travers le monde, ça commence à prendre sens. Après, il faut une question de personnes, donc sur certains lieux, ça commence à pousser, donc c'est assez intéressant. En France, sur le réseau, on commence à avoir une communauté qui nous suit plutôt pas mal sur notamment LinkedIn. Après, il faut qu'on arrive à le développer, mais c'est pas mal. Et après, au niveau événements, en lien avec l'école ou autre, je reviens sur Horizon, sur les awards et peut-être d'autres événements. Il y a des choses à faire. Après, c'est une question de personnes, de participation. Là, on va arriver à un temps fort où on va changer de présidence sur le bureau. Il va falloir rassembler une nouvelle équipe, de nouvelles volontés qui puissent participer pour pouvoir aller plus loin et beyond. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux alumni de l'ESCE? Participez au bureau, venez avec vos envies. J'ai eu un call en bon français, un appel aujourd'hui avec Étienne qui s'occupe du réseau de Lyon, qui est lyonnais, qui s'occupe du réseau de Lyon. Et c'était ça en fait, c'est qu'ils font demain un after work à Lyon. L'idée c'est que les bonnes volontés se manifestent ou sur Lyon ou sur Paris ou en liaison avec les deux. Et ils viennent avec leurs envies, leurs idées. Quand on a fait les géants de la tech chinoise avec une personne, on l'a rencontrée, on a parlé avec elle. Elle a dit moi j'ai ce sujet-là, je trouve ça intéressant. On a travaillé le sujet avec elle, on a cadré le tout et on s'est rendu compte que c'était intéressant. Elle l'a fait en anglais, elle peut le faire en chinois parce qu'elle est franco-chinoise, elle peut le faire en français. Ça peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'on peut le faire. En tant que noyau, on va organiser, on va faciliter. Après, il faut que les bonnes volontés se grèvent à tout ça pour avancer. Encore un petit chantier, mais justement qui donne très envie et qui peut amener que du bon. J'espère qu'on va trouver de bonnes volontés qui viennent participer. Si on part sur la partie école, donc toi qui es promo 99, est-ce que tu as du coup eu un... Ça se voit, non? De quoi? Ça se voit, la promo 99. Non, c'est un petit rappel. Est-ce que tu as un souvenir marquant pendant tes études? J'en ai deux. Le premier, au bizutage. J'ai eu de la chance de ne pas être bizuté, parce que j'ai dit que je ne voulais pas être bizuté. Puis j'avais un de mes amis d'enfance qui était l'année d'avant moi, donc il a calmé tout le monde, puis ça s'est bien passé. Il y a un bisu qui a fait tout le tour de la salle pendant 3 heures, pendant que tout le monde se faisait bisuter un par un, en disant « je suis un briquet-court, je suis un briquet-court, je suis un briquet-court ». Ça m'a marqué en tant que bisu. J'ai dit ça commence durement pour lui. Voilà, l'ambiance de l'ESCE, c'est pas mal. Et la deuxième chose, je le vis chaque mois en rencontre qu'on fait avec le bureau ou quand on a fait visiter l'école ou quoi que ce soit, où je vois que, ou quand j'ai participé à la remise de diplôme, je vois l'engouement que l'école apporte. J'ai rencontré ça peu souvent. Il y a une sorte de famille qui se met en place et les gens sont contents d'avoir participé, sont contents de participer. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler, si je reviens à ce qu'on devrait faire et pouvoir faire. Attirer les gens sur ce côté un peu sympathique, familial, venez nous aider, participer tous ensemble pour avancer. Voilà, donc c'est ça qui m'a marqué. Donc si je te demande le SE en 3 mots et le côté familial? Familial, sympathique et réseau, puisque c'est peut-être la seule école ou une des seules écoles qui a un réseau sur les 14 000, il y en a 40% qui sont ou passés ou à l'étranger, mondial. On peut quasiment avoir envie d'aller en Bolivie, à Hong Kong ou en Chine ou en Australie. On va trouver des étudiants qui sont allés là ou des alumni qui sont sur place et vont pouvoir être aidés personnellement ou professionnellement. C'est pas mal. Il faut qu'on arrive à capitaliser là-dessus. Donc la partie internationale, tu peux dire que ça fait partie des atouts de l'ESCE qui t'ont aidé dans ta carrière, par exemple? Ça m'a aidé en support, voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours présenté à l'international. Et c'est drôle parce que ça m'a toujours aidé à l'étranger. Et depuis que je suis rentré en France, j'ai complètement coupé le côté international. J'arrive pas à retrouver quelque chose à caractère international. Je suis bilingue, je parle pas mal aussi espagnol, donc français-anglais. Je parle pas mal espagnol. J'ai vécu quasiment 10 ans à l'étranger. Et j'arrive pas à trouver quelque chose qui fasse le lien de France vers l'étranger. Le Panama, hein. Le Panama, mais c'est à titre perso, mais effectivement, on va voir pro bientôt en tant qu'entrepreneur pour revenir à ton petit pouce-pouce. Est-ce que tu as un conseil à donner cette fois aux étudiants de l'ESCE, soit pendant leurs études ou pour la suite? J'ai un peu mentoré quelques troisième années et on a fait une réunion de rentrée là, il y a peu. Ce que je leur ai dit, c'est ayez foi en l'ESCE, parce que c'est votre école.
content ou pas content d'y aller, souvent on n'est pas content d'aller à l'école, ben, vous avez choisi d'y aller, c'est payant, que ce soit qui paye mais c'est payant, ben, faites-vous plaisir sur le lieu et puis voilà. Soyez aussi exigeant avec le SCE, comme vous êtes exigeant en entreprise. Un jour vous allez être en entreprise, vous allez arriver là, puis si vous ne demandez rien, il ne se passera pas grand-chose. En revanche, si vous demandez à faire des choses, si vous montrez que vous voulez faire des choses, si vous avez des initiatives, là ça peut être intéressant pour tout le monde. Et pour l'entreprise qui va dire « Ah, quelqu'un qui capte, c'est bien ». Et deux, pour vous, parce que vous allez faire ce que vous aimez, et quand on fait ce qu'on aime, souvent on réussit. Donc c'est plutôt ça, ces conseils-là. Troisième conseil, on va de plus en plus être proche en tant qu'alumni des étudiants, participer aux réunions, venez vous intéresser, venez vous renseigner, et après vous pourrez être des alumni compétents, intéressés, intéressants, et ce sera bien pour tout le monde. Très bien, c'est parfait. Est-ce que ouais, justement tu trouves que tu as réussi à faire ce que tu voulais, à être épanoui dans ton boulot et d'avoir acquis justement toutes les petites étapes que tu voulais, sauf la partie entrepreneuriat, justement. Dans mon travail ? Ouais. Oui, je pense que je suis arrivé à un moment où il y a une reconnaissance aussi, c'est par là qu'on se rend compte si, je pense, qu'on est compétent dans son travail. Quand on vient chercher du conseil, quand on vient chercher des informations, quand on fait appel à soi pour différents sujets, je pense que c'est là quand on est reconnu quelque part, sans rien, sans barrette, c'est là où c'est intéressant pour tout le monde. J'ai montré que j'ai une expérience, j'ai montré que je peux la partager, et on vient chercher cette expérience. Donc là, ça devient intéressant. Donc je pense que j'ai pas mal avec toutes les pièces que j'ai rapportées de mes différentes entreprises, mes différentes expériences. Je pense que c'est là que j'ai réussi à monter qui je suis. On a fait de ça, on a fait de notre expérience et à le démontrer, et donc je suis recherché avec ça pour tous ces conseils-là, donc c'est plutôt réussi. Mais du coup, ça demande beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de travail, personnel et professionnel, avec une jonction des deux qui n'est pas forcément facile. Ça demande beaucoup de temps aussi. Quand on est investi, forcément, il faut du temps. Il faut du temps pour venir au bureau alumni, il faut du temps pour aller au travail, il faut du temps pour faire des interviews, il faut du temps pour faire d'autres choses. Il faut mettre tout ce temps-là à bout. Donc on arrive à s'organiser, souvent, mais de temps en temps, c'est beaucoup. Donc il faut arriver à trouver les bonnes personnes aussi autour de soi pour s'entourer, ou pour comprendre que tel temps est réservé personnel et tel temps est réservé professionnel. Et ça, l'Amérique du Nord le fait très bien, à séparer le temps perso et pro. Donc j'ai essayé de prendre cette énergie-là et cette expérience-là. En revanche, en France, si on part à 4 heures du travail, on a l'impression de déserter et on se fait remarquer comment tu prends ton après-midi. Ah non, mais je suis arrivé à 7 heures ce matin et demain j'ai une autre grosse journée, donc je fais ce que je veux. Et deuxièmement, je pars et voilà quoi, effectivement. Et est-ce que toi tu trouves que tu as réussi ou que je sais pas, que tu vas réussir à allier justement ces deux choses-là? Ouais, j'ai assez bien réussi. La question c'est de savoir si j'ai réussi à allier le côté perso et le côté pro. C'est la question. J'ai assez bien réussi. C'est pas facile tous les jours. La naissance de ma première fille, d'ailleurs je suis venu après, elle est née dans le 16e. Une fois qu'elle était née, au bout de 2 heures, j'ai dit à ma femme ça te dérange pas parce que j'ai rendez-vous à la DGTM, à la Défense, j'aimerais y aller. Rentrer chez moi, me doucher, me changer, costume et partir, voilà. J'avais fait ce que j'avais à faire en niveau famille, je suis passé au niveau pro. En revanche, parfois le niveau pro est très prenant parce qu'il y a des obligations. Et il faut que la famille comprenne que ces obligations-là sont obligatoires. C'est le principe. Et il faut faire passer le message, qui passe plus ou moins bien. Voilà. Et est-ce que justement cette famille, ta famille, a pu influencer tes choix de carrière? Elle a influencé sur différents moments. Quand je suis rentré du Canada, je reviens sur mon expérience internationale. Et je voulais un travail international et je ne trouvais pas de travail international et je restais un peu bloqué là-dessus. Et c'est ma famille qui m'a trouvé le lien pour pouvoir avoir mon premier travail dans les organisations professionnelles. Donc ça m'a aidé là-dessus. Mes filles, j'ai 2 filles, m'apportent beaucoup de support au niveau de mon travail. Elles me posent beaucoup de questions. Tu fais quoi? Comment ça se passe? Elles veulent visiter. Au MEDEF, elles passent au MEDEF. Je suis sûr qu'elles peuvent venir encore maintenant au MEDEF. La sécurité du MEDEF, je les reconnais. Parce qu'elles sont passées plusieurs fois et je parle d'elles, etc. Donc elles sont reconnues. Donc elles m'apportent beaucoup de soutien. Après, il faut encore une fois allier les deux. Et j'ai un travail qui n'est pas forcément facile où je fais, si je schématise, 1/3 d'institutionnel, 1/3 de professionnel et 1/3 de ministère, réunions et autres. Il faut pouvoir comprendre ce que je fais. Alors, de temps en temps, on me demande comment s'est passée la journée. Je ne suis pas comptable et je n'ai pas dit oui, ça s'est bien passé. J'ai fait ma journée, pof et tendeur. Ça s'est bien passé. Après, parfois, ça s'est mal passé. Si on parle fermeture du périphérique, c'est pas un moment agréable qui va se passer.
les Jeux Olympiques, c'est pas un moment agréable qui va se passer. Donc ça va être des moments de tension, ça va être des moments compliqués. Et puis on me dire, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est les JO, c'est génial. Les JO, c'est génial, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Paris, Île-de-France, ça va être très compliqué au niveau de circulation. Personnel, professionnel, camion, voiture, tout ce qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on arrive à juguler les deux? Et puis c'est des moments, j'en parlais aussi avant, obligatoires. Il faut être présent en amont pour voir ce qui va se passer pendant les JO. Pendant le moment des JO pour voir comment on va circuler. Je suis en train de créer un WhatsApp sur, je ne sais pas, 600 personnes qui vont me poser des questions au moment des JO, dire c'est bloqué, comment je fais, je pars où, qui je peux contacter, etc. Il va falloir pouvoir répondre à ces questions-là. Mais c'est intéressant. Et est-ce que, du coup, dans ton boulot, dans ton job, est-ce que tu vas avoir toi, ce petit côté influence ou lobbying par rapport... J'aimerais bien. Non, j'espère, non, bien sûr, c'est prévu. Après, on ne pourra pas changer de fusil d'épaule, on ne pourra pas laisser tout ouvert et dire au camion passez comme vous voulez, voilà. Mais on est un peu entendu sur les ZFE. On sera entendu sur les JO parce qu'à un moment, il y a une réalité. Comment faire venir les camions, que ce soit petits ou grands, ou triporteurs, à travers l'Île-de-France pour arriver à avancer et livrer. On va avoir X millions de personnes en plus qui vont venir visiter Paris. S'ils veulent manger le matin, aller au restaurant, à l'hôtel ou quoi que ce soit, ou faire des courses, ou même dans les magasins, il va bien falloir livrer tout ça. Comment est-ce qu'on les livre? Donc il va falloir être entendu. Donc à un moment donné, c'est toujours un jeu, pas du chat et de la souris, mais un peu sur la pédale d'accélération. À quel moment on pousse très fort et à quel moment on dit ok, on va vous laisser un peu de lest, on va en faire comme ça et comment ça va se passer. Je suis certain qu'on n'entendra pas parler de pollution ou de transition énergétique pendant les JO. On entendra parler de circulation, de sécurité et de problèmes résolus ou à résoudre. Donc on va voir comment ça se passe. Il faut être pragmatique aussi, hein, ça va être ça. Du monde qui vient, il faut que ça fonctionne. Ça va être ça. Sauf que, par exemple, la mairie de Paris prévoit des changements, une fermeture de voies sur le périphérique ou autre, pour les JO en disant que ce sera pérenne après. Donc ça peut faire sens au moment des JO, 2 mois, ça fera pas forcément sens après, mais comme on veut enlever la voiture de Paris et les camions, méchants camions qui polluent, ça risque de continuer d'être compliqué. Donc il faut voir à quel moment on va pouvoir influer pour dire oui ou stop. Ma dernière question, je l'aime bien vu qu'elle est un petit peu philosophique. Elle permet de réfléchir un petit peu à tout ça. Pour toi, réussir sa vie, est-ce que c'est le côté perso? Est-ce que c'est le côté pro? C'est les deux? Comment est-ce que tu pourrais répondre? Je ne veux pas être très, très original, c'est les deux. Quand j'étais jeune diplômé de l'ESCE, je voulais absolument réussir ma vie professionnelle. Je dis c'est ça la réussite, c'est ça la réussite. Au Canada, c'est assez bizarre. Parfois à 5h00, les gens quittent le bureau. Il est 5h00, limite il y a une cloche et tout le monde part du bureau. Fini, pas fini, on pose le stylo, on est parti. Les gens, non, pas maintenant, il reste encore une heure de boulot, on va le finir, puis demain vous récupérez. Non, non, à 5h, on part, on a fini. Je trouve un peu trop. Donc arriver à trouver, c'est un peu ta question de tout à l'heure aussi, ce mélange entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est ça qui est intéressant. Je pense que professionnel, j'ai pas mal réussi, puis de toute façon, c'est pas mal derrière moi, donc j'ai fait le plus gros de ma carrière pour l'instant. Je commence à élever mes filles qui sont pas très âgées, qui ont moins de 10 ans, donc si elles sont heureuses dans leur vie, si j'arrive à bien les éduquer, en travaillant et en faisant mon travail, c'est bien. Si j'arrive à avoir ma petite maison au Panama et mon petit bateau au Panama, en plus d'avoir éduqué mes filles, en plus d'avoir la carrière que j'ai, et un peu de reconnaissance, je serai le plus heureux du monde et ça ira très bien. Et là, je pourrais me dire, ça y est, j'ai réussi et tout va bien, je suis en face de la mer et au Panama et tout va bien. Je peux regarder dans le rétro et puis voilà. J'ai commencé un petit peu à regarder dans le rétro. Jusque-là, je suis assez content. Vivre avec de regrets, c'est pas tellement mon genre. Il y a des moments où j'aurais pu faire différemment. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ma femme est un hasard dans ma vie, donc si j'avais pas été là à ce moment-là, j'aurais pas rencontré, j'aurais pas fait mes filles, etc. Et pareil pour les emplois. J'ai eu un emploi au Canada où j'ai rencontré une personne dans un aéroport. Si j'avais pas été à ce moment-là dans l'aéroport, etc., j'aurais pas eu ce boulot-là, j'aurais pas eu la suite qu'il y a eu. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ces moments-là? Puis une fois qu'on est à l'instant T, on profite de l'instant. Et puis on voit ce qu'on peut faire surtout pour améliorer le futur. Et je me pose la question à peu près chaque jour. Comment est-ce que je peux faire une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année pour que ça finisse bien? Autour de moi, que ça se passe bien. Puis si ça se passe bien autour de moi, s'il y a moins de crise, si le personnel va bien, et si j'arrive à aller, je suis désolé, je reviens dessus, au Panama et avoir tout ce qui va bien là-bas, j'aurais réussi. Bon, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci Bruce. Un plaisir.